Fait que yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit, et oui, encore une fois, pour la deuxième fois, on reçoit le docteur en neuropsychologie et j'ai nommé Guillaume Dulude. Fait qu'un gros merci à Guillaume Dulude d'être revenu une deuxième fois sur le podcast. La première fois, il avait été contraint par le temps et j'avais pas eu la chance de poser toutes mes questions. Fait qu'il est revenu une deuxième fois et on a parlé de justement d'un peu plus de lui là, dans ce podcast-là. Hein. On parle de lui, c'est un podcast un peu plus personnel. Tu sais, quand on regarde, mettons, tout le chemin qu'il a parcouru, toutes les formations qu'il donne, toute la matière qu'il a étudiée, quand on remonte à la base de tout ça, Guillaume, il était très, très anxieux quand il était enfant. Et même, il y en avait des gros problèmes, tu sais, ça en était un gros problème. Puis là, regardez aujourd'hui où c'est qu'il est rendu. C'est vraiment inspirant quand même de voir son parcours. C'est très touchant de voir comment il l'explique, comment qu'il l'exprime. Fait que bref, ça a été un excellent podcast sur ça. Puis aussi, on en remonte à sa première expédition, tu sais. Fait que il y a des bouts qui sont quand même drôles, il y a des bouts touchants, il y a des bouts aussi exclusifs qu'il n'a jamais raconté nulle part. Fait que ça a été un excellent podcast. Bref, un énorme merci à Guillaume Dulude d'être revenu une deuxième fois sur le podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous dire, j'ai sorti des vlogs, je vais commencer à vlogger, fait que je vous encourage à aller les voir sur ma chaîne YouTube. C'est quand que je m'en vais faire des shows, puis ça me tente de vous parler, de vous partager qu'est-ce qui se passe, que vous me suivez pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. J'aimais bien ça quand Yann le faisait avec moi, puis fait que ça m'a donné vraiment le goût de le faire. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire ça, c'est juste je m'avais jamais donné la peine de réellement le faire. Je remettais tout le temps ça plus tard, puis là, je commence à le faire, puis intensivement, pareil, j'en ai déjà 4 en production, puis une déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous encourage tout le monde à aller l'écouter, à aller le liker, laisser un commentaire dedans, ça va me faire super plaisir. Pour ceux qui veulent m'aider, m'encourager, juste vous abonner à mon Patreon, hein, c'est ma seule source de revenus. Fait que si vous aimez mes affaires, je vous encourage à aller vous abonner. C'est au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres puis pour moi. Ça fait réellement toute la différence. Fait que ça vous permet de voir mes podcasts d'avance, voir mes vlogs d'avance, de voir mon podcast exclusif que je fais avec ma blonde. Là, pour l'instant, j'ai arrêté de boire pour encore un autre mois. Fait que il n'y en aura pas de ça pour l'instant, mais aussitôt que je me remets à boire comme un défoncé, on va en enregistrer d'autres. Bref. Fait que ça c'est dit, si vous voulez m'encourager mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est pas grave, tout support est apprécié. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, cliquez sur abonner, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire, écrivez neuropsychologie. Écrivez neuropsychologie dans les commentaires si vous l'avez écouté jusqu'à la fin puis vous avez aimé ça parce que c'est le domaine que Guillaume a étudié, la neuropsychologie. Donc, ben sur ça, je vous dis un gros merci tout le monde. Merci de me suivre. J'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On avait Alex Asselin, Alex de Voice, Faux le graveur laser, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaron, Méo puis son gros pieu Vistec, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci tout le monde qui me suit. Encore une fois, allez checker mon vlog. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Puis ça va me faire super plaisir. Puis bref, gros merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que, yes sir, bienvenue au What's Up Podcast tout le monde. Je suis super content de le recevoir et de voir qu'il est encore en vie. Guillaume Dulude, ça va bien mon gars? Ça va bien, merci de m'accueillir une deuxième fois. Ouais, là j'ai hâte que tu me racontes cette anecdote-là parce que là t'es arrivé puis je sais pas en tout qu'est-ce qui t'est arrivé. Ouais. Fait que je suis content de savoir que t'es en vie. Ouais. Et j'ai hâte que tu me racontes ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la mer et je faisais du e-foil. Est-ce que tu sais c'est quoi du e-foil? Et e-foil, c'est un genre de paddleboard. C'est une planche de surf électrique. OK. Et t'as une manette dans les mains. Ah oui, avec une genre de longue tige. Exactement. Puis t'as comme une aile.
OK. Et là, tu as un moteur dans le fond, puis quand tu accélères, ben, tu voles au-dessus de l'eau. Ouais. Fait que t'es au moins là à 3 pieds, presque 3 pieds au-dessus de l'eau. OK, Donc, OK. C'est la version du paddleboard que je juge pas. OK. Moi, j'en ai jamais fait de paddleboard. J'ai même pas cet équilibre-là. Puis d'ailleurs, je voulais travailler sur mon équilibre. C'est pour ça que j'ai commencé ça. OK. Et comment ça s'est passé? Ben, je pense que j'ai mal anticipé comme l'orage qui s'en venait, puis il commençait à avoir plus de vagues. Fait que là, j'avais un peu de la misère à revenir, tu sais, vers le bord. Ouais. Là, j'avais plus beaucoup de batterie, tu sais. C'est quoi il y avait trop de pression? Il y avait trop de vagues? Il y avait beaucoup de vagues. J'avais de la misère à rembarquer dessus. Ouais, puis j'ai eu de la misère un peu à revenir, puis je suis tombé, OK? Ouais. Et ça va assez vite, hein, ce truc-là. Ça va à 40, 50 km/h. Sur l'eau, ouais. Fait que ça peut aller super vite, puis la planche elle est lourde. Tu sais, c'est un truc quand même avec beaucoup d'électronique, une grosse batterie à l'intérieur. Et je suis mal tombé. T'sais, en gros, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé et la planche m'a foncé sa tête à grande vitesse et le devant de la planche m'a foncé sur le côté de la tête. Et ça a vraiment cogné tellement fort, là, je voyais plus rien, j'étais sous l'eau, je voyais plus rien, j'entendais juste un silement, là, un genre de comme ça, puis j'étais vraiment... Mon réflexe a été de revenir à la surface, fait que j'ai pas perdu conscience. Tabarnak, une chance. Ouais. T'avais-tu un gilet de sauvetage? Oui, mais c'est un impact vest. Okay. Fait que c'est pas... Ça flotte, mais tu sais, c'est pas comme une grosse veste de sauvetage. Mm-hmm. Fait que j'ai réussi à remonter à la surface. J'étais vraiment, vraiment sonné. Et j'ai vu ma planche, j'ai comme un peu pataugé vers ma planche. Puis j'étais allé sur le ventre parce que j'avais pas la force de me lever dessus. Puis il me restait peut-être 15% de batterie. Fait que je me suis comme traîné. Puis tu sais, j'ai réussi à me rendre sur le bord. Puis je me rendais pas compte vraiment comment que... Tu sais, l'impact du choc. Tu sais, j'étais tellement sonné, puis honnêtement, puis avec le recul, je me rends compte que je me sentais loser. Non, ouais. Je me disais... ton ego, il en avait pris un shot? Ou... Oui, dans le sens que t'es vraiment poche, Guillaume. Là, franchement, tu tombes tout le temps. 2, qu'est-ce que c'est ça, tomber comme ça? Personne tombe en se faisant rentrer dedans par sa propre planche, puis... Bref, tu sais, il y a tout ça, tu te sens mal, t'as mal, t'es sonné. Là, je me suis dit, il faut juste que je revienne au bar. Puis là, je me suis aperçu que j'étais plein de sang sur moi. Fait que là, c'est ton crâne qui était en train de... Ben, je le savais pas. Tu sais, je savais pas ce qui se passait. Je savais que je me suis fait rentrer dedans vraiment solide, mais qu'est-ce qui se passait sur le côté de ma tête, je le savais pas. Fait que j'ai réussi à revenir, puis j'osais pas me toucher, tu sais, le côté de la tête. Puis je suis sorti de l'eau, puis j'ai décidé d'aller à l'hôpital directement. Fait que... T'étais où? J'étais chez nous, j'étais au Panama. OK. Puis là, je marchais jusqu'à l'hôpital. Tu sais, je prenais ça un peu à la légère, tu sais, dans le sens que, ben oui, c'est un bobo, tu tombes. Tu sais, sur le moment, je pense que j'étais comme... Tu penses pas que c'est grave? Non, puis j'étais capable de marcher, j'étais un peu étourdi. Je me suis dit, c'est pas la fin du monde. Bon, ça saigne. Ben oui, ça saigne. Aussitôt que tu fais une petite scratch, ça saigne, tu sais. Fait que j'arrive à l'hôpital, puis ils me passent, puis là, ils font des scans et tout ça, puis finalement, l'oreille interne n'était pas affectée. Fait que... Puis j'avais pas de fracture du crâne. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est ça, c'est juste un petit scratch. Puis là, il y a un chirurgien qui arrive, puis il dit, bon, ben, on va te faire des pointitures. Là, je suis comme, ben non, pas besoin, là, tu sais. Il me regarde, il dit, ouais, besoin, là. T'as besoin de pointitures. OK, genre 4-5. Ça prend plus que ça. Ton oreille est décollée de ta tête. Fait que oh shit! La planche a tellement frappé fort, elle a broyé les cartilages, puis elle a coupé les cartilages en arrière de mon oreille, puis elle a coupé mon oreille en 2. Fait qu'elle était comme en 2 morceaux séparés. Fait qu'elle pendait, genre? Oui, mais à cause du sang, ça avait comme un peu collé. Fait que moi, je m'étais pas rendu compte de ça, tu sais. Elle avait de l'air encore là, mais quand je penchais la tête, elle décollait comme ça mon oreille. T'as sentais-tu? Ou tu sentais... Sur le moment, non. C'est encore de l'adrénaline, ça. Oui, c'est ça. Ben, j'avais mal partout, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est une douleur qui était diffuse. Et puis le chirurgien dit non, là, faut reconstruire ton oreille, tu sais. Fait que je fais OK, puis
ils ont reconstruit mon oreille, ils l'ont recousu en deux, puis recousu en arrière et tout ça. Puis là, sur le coup, je me suis dit, OK, c'est quand même... ça m'a vraiment fait mal, là, ce truc-là. Mais le chirurgien puis le neurologue, ils m'ont dit, ben, tu sais, un choc comme ça, normalement, t'aurais dû perdre conscience. Tu sais, t'aurais pas dû... À cette vitesse-là, parce que la planche, elle pèse peut-être 60-70 livres, OK? Fait que c'est lourd, là. Tabarnak, ouais. Fait que 40 km/h, c'est comme un marteau de 70 livres qui va à 40 km/h sur ta face. C'est sûr que tu perds conscience. Mais oui, tabarnak. C'est un coup de tord dans la face. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Puis c'est comme si, plus il m'en parlait, plus je réalisais la gravité de la situation. Puis ce qui aurait pu arriver. Puis les médecins, ils ont dit, c'est un miracle que t'aies pas perdu conscience. T'aurais dû perdre conscience sous l'eau, respirer l'eau, puis on t'aurait plus jamais revu, là. Tu sais, t'aurais dû te noyer. Fait qu'ils ont dit, on comprend pas, là, on n'a jamais vu ça, là. On sait pas comment t'as pu ne pas perdre conscience, mais c'est un miracle, c'est sûr, c'est un miracle. Fait que, tu sais, quand je me suis fait dire ça, j'ai comme j'ai comme plus décanté ça, puis j'étais plus conscient du risque que je venais de courir, puis que j'ai vraiment passé un cheveu de mourir noyé, puis fait que ça m'a quand même shaké. Ça m'a quand même shaké parce que tu sais, j'ai eu plusieurs petits accidents, là, tu sais, dans la vie, plusieurs bobos, mais là, je peux dire, là, celle-là, là, c'est la fois où je suis passé vraiment le plus proche. Ben oui, puis c'est quand même drôle, puis excuse de le dire de même, mais avec tout ce que t'as vécu, tu sais, toutes les expériences, toutes les fois que t'as rentré dans des tribus, tu sais, à un moment donné, tu me contais que t'étais pris entre une guerre qui venait d'éclater entre deux tribus, que t'aurais pu y passer. Ouais. Genre des cannibales, tout ça, pis c'est ta planche, ce qui aurait pu... Ouais. Il y a de quoi un peu de drôle là-dedans, mais... Ça fait réfléchir sur tu sais, que la vie tient à un fil. T'as beau te préparer dans une situation, ça veut pas dire que ton coup fatal va venir de là. Tu sais pas... Il y a quelque chose vraiment que c'est hors de ton contrôle. Fait que je dis pas qu'il faut jamais être prudent, au contraire, là, tu sais, faut toujours être prudent, puis je suis de nature assez prudente, là, je suis pas de nature casse-gueule, tu sais, ou adrénaline junkie, pas rien, là, tu sais, je tiens à la vie, puis je recherche pas des sensations d'adrénaline pour rien, puis en prenant la vie à la légère. C'est arrivé comme ça, je passais un cheveu. Fait que... Puis qu'est-ce que ça laisse, ça, sur toi, tu sais, parce que tu dis que, tu sais, ton ego, il en avait pris un coup, parce que tu disais que tu te trouvais un peu loser. Ouais. Qu'est-ce que ça laisse sur toi, genre, les conséquences, genre, ce matin, sur ton état plus mental, personnel? Ouais. C'est une bonne question. C'est sûr que je dirais que ça fait prendre conscience... tu sais, de réfléchir, c'est quoi tes priorités dans la vie, là. Tu sais, de dire, OK, là, t'as failli tout perdre. Ah ouais. C'est à quoi tu tiens. Puis tout, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait réfléchir sur, OK, est-ce que je mets mon énergie à la bonne place? Est-ce que je mets mes priorités à la bonne place? Veux pas, ça te fait faire un petit tour de la question, là. Veux pas. Puis moi, tu sais, c'est une question que je me pose souvent dans la vie. C'est comme, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Fait que, tu sais, je te dirais que ça a pas fait comme une révolution pour moi de, OK, je vais laisser tomber ça, je vais laisser tomber. Tu sais, j'adore ma vie, mes priorités sont à la bonne place, mais tu y penses. L'autre chose, c'est que ça te fait prendre conscience que autant tu veux travailler à construire un futur positif, mais autant tout peut être enlevé comme ça. Fait qu'il y a comme une contradiction un peu décourageante là-dedans. De dire, OK, je travaille toute ma vie pour construire quelque chose, faire avancer quelque chose, tu penses à long terme, tu fais des sacrifices à court terme, puis mais tout ça peut partir. Fait que c'est l'idée de dire, ben ça vaut pas la peine là, dans ce cas-là. Je vais juste comme me faire du fun à tous les jours parce que, tu sais, YOLO, là. YOLO. Comme, c'est l'excuse parfaite pour dire YOLO. Regarde, c'est la preuve que ça sert à rien de construire pour le futur. Mais c'est ça la contradiction des humains. C'est-à-dire, oui, tu peux tout perdre n'importe quand, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de construire pour le futur. Donc, faut... Ah, c'est ça. À trouver un juste milieu entre les deux, là. Ouais. De profiter de la vie, ouais. mais en même temps, pas
non plus au détriment de ton futur. Exactement. C'est cet équilibre-là. Ça ramène dans cette contradiction-là qui est inconfortable, hein, parce que tu sais, il y a des gens qui vont dire non, pas de plaisir, on fait qu'investir sur le futur, on fait que construire. Puis tu as l'autre côté qui est très hédoniste, c'est-à-dire basé sur le plaisir, comme rien n'est garanti, profite sur tous les plaisirs. Vie de bohème. Là, exactement. Mais la réalité, c'est que ça prend un peu des deux. Tu sais. Tu dois construire quelque chose. C'est ça le sens de la vie. Tu dois construire, tu dois faire des sacrifices pour le futur, mais aussi tu dois apprécier tes journées. Donc, ça ramène dans cette contradiction-là inconfortable avec, tu sais, qui est très humaine, là, qui est le fondement de l'humanité. Mais ça doit amener des doutes, ça? Ben, moi, je pense que ces doutes-là ou ces questionnements-là sont absolument nécessaires. Je pense pas que ce soit bon. Autant je suis pour des grands objectifs, tu te fixes des objectifs qui sont difficiles, tu relèves des défis, mais ça coûte quelque chose pour suivre quelque chose de difficile et construire quelque chose. Et l'énergie qu'on a est pas égale, c'est pas linéaire. Donc, des fois, t'as des périodes de fatigue, t'as des périodes où il faut que tu te poses la question, il faut que tu fasses un bilan de qu'est-ce qui vaut vraiment la peine à ce stade-ci dans ta vie, parce que ça veut pas dire tout abandonner, mais des fois, t'as besoin de réajustement, de dire, là, ce que je pensais qui était super important, ce l'est moins en ce moment. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie. Tu sais, comme là, t'es en relation. OK, mais ça change la donne. Tu sais, ça change la donne sur après quoi tu cours, où tu veux mettre ton temps, ton énergie, tes priorités. Et puis des fois, on est porté à dire fuck it, là, tu sais. Tu jettes tout ou tu gardes tout d'un côté. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça. Mais c'est toujours une espèce de nouveau tricot qu'il faut faire. Puis ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut que tu fasses le bilan de où tu es rendu. Donc, moi, je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat normal. Puis surtout quand quelqu'un vise des choses qui sont difficiles, puis il y a une vision. C'est un marathon, hein, une vision. Hein. Fait que c'est ça, tu t'appliques à toi-même en ce moment avec un peu ton éveil que tu as eu avec l'accident qui t'est arrivé? Oui, mais comme je te dis, c'est pas une question nouvelle pour moi. Je fais des bilans régulièrement. OK. Donc, tu sais, il y a pas beaucoup de décalage entre les bilans que je fais puis ma vie. Je suis assez... C'est pas une épiphanie. Là, non, c'est ça, c'est ça. Mais toutes les excuses sont bonnes pour se poser des questions. Donc, j'ai utilisé cet événement-là pour me poser ces questions-là. Puis, je te dirais, définitivement, je veux que Psycom, c'est ma mission, aider les gens à communiquer, se développer, le potentiel humain, c'est ma mission. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Okay. Mais j'avoue que il y a des extrêmes que ça me tente pas d'aller si ça me coûte trop cher émotionnellement. T'sais, cette mission-là, si ça me coûte trop cher émotionnellement... de l'énergie que tu mets. Là. Oui. Oui. Je te comprends. Donc, peut-être que... Puis, je suis encore en train de décanter tout ça, mais il y a des limites que faut que je continue à me fixer, de dire, oui, je veux cette mission-là, mais jusqu'à quel prix je veux cette mission-là? Ben, pas au détriment de ma qualité de vie. Puis, j'ai travaillé super fort dans les dernières années, puis c'est quand même tough, là, des fois. Tu as des périodes difficiles. Et ça fait réfléchir sur la limite de ce que je vais me fixer. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de ton début, comment tu as commencé, parce que j'ai lu un excellent article de Alexandre Pratt de La Presse. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis Chris, déjà que t'as une vie extraordinaire, là, tu sais, avec les voyages, les expéditions, Psycom, Précog aussi. Ben, tu sais... Je trouve ton début de vie, puis qu'est-ce qui t'a amené à arriver à ça est encore plus incroyable. Parce que c'est ça, toi, tes parents, c'est pas des expéditeurs, là, ils ont fuck all fait ça. Ils sont pas en expédition. Non, c'est ça, là, tu sais, c'est pas ça, c'est un peu toi, genre le mouton noir de la famille, là, que j'ai cru comprendre. Là. Oui, je pense que mes parents m'ont influencé positivement à poursuivre des buts et organiser mes buts. Ça, définitivement. Oui, c'est ça, ils t'ont influencé. Là. Ouais, mais pas dans les intérêts spécifiques. Les intérêts spécifiques, ça vient plus de moi, puis j'ai eu la chance d'être encouragé. Ouais. Fait que ça, je te dirais, c'est ma plus grande chance. J'ai été encouragé à poursuivre des choses, à explorer des activités, des intérêts, mais j'ai été encouragé à m'organiser aussi.
C'est que les choses vont pas arriver tout seul. Ben Il oui. faut que tu organises tout. Toutes tes ressources, ton temps, tes priorités. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc, tu sais, je te dirais que je suis bien tombé. Mais c'est vrai que ma famille ont pas du tout les mêmes intérêts que moi, là. Pas du tout, du tout. Puis c'est ça, tu sais, pour ceux qui te connaissent, tu sais, t'es le gars super confiant qui fait des expéditions, mais ça n'a pas tout le temps été ça, tu sais, parce que quand t'étais enfant, t'étais très, très anxieux, t'avais peur de pas avoir d'amis, c'est ça, j'ai compris. Oui, ben, j'ai tout le temps, dans ma structure de personnalité, j'ai une structure qui est un peu plus féminine, ok? C'est-à-dire que moi, il y a 2 traits qui distinguent particulièrement les hommes et les femmes. Il y a l'agréabilité et le neuroticisme. L'agréabilité, c'est la volonté de plaire aux autres, s'occuper des autres, être empathique envers les autres, être sensible, avoir une écoute envers les autres, vouloir s'occuper des émotions des autres, ok? C'est le trait de personnalité qui va vers les autres pour s'en occuper, ok? Donc, ce trait-là est plus fort chez les femmes que chez les hommes, mais évidemment, il y a des hommes qui ont ce trait-là très, très fort, comme moi, ok? L'autre trait, c'est le neuroticisme, et ça, ce sont les émotions négatives. Donc, les femmes ont plus d'émotions négatives que les hommes. Et j'ai ça aussi. Donc, j'ai ces 2 traits-là dominants d'émotions négatives et d'agréabilité. Donc, ça me fait... C'est ce qu'on appelle une structure plus féminine. Depuis que je suis petit, ben, tu sais, je suis très anxieux. Depuis que je suis petit, j'ai fait un ulcère d'estomac à 8-10 ans. Puis c'est comme le neuroticisme est fortement en lien avec l'anxiété et l'agréabilité est en lien avec le rejet social. Tu as peur d'être rejeté socialement. Fait que quand tu combines les deux, c'est que tu veux vraiment être aimé par les autres, mais ça te rend très anxieux, l'idée d'être rejeté par les autres. Donc, la solution à ça, c'est faut que j'aie le plus d'amis possible, il faut que je m'assure d'avoir des amis. Donc, la stratégie d'avoir des amis est une stratégie d'évitement d'émotions négatives quand j'étais plus petit. Fait que ça, c'est comme ça que j'étais, là. Puis j'imagine, toi, t'étais pas au courant de ça à 5 ans. Non. C'est quoi, c'est ta mère qui t'a aidé là-dedans? Oui, parce que j'avais de la difficulté à négocier avec mes amis quand j'étais petit, parce que, tu sais, ce qui est très sérieux pour les enfants, c'est négocier les jeux. Okay? C'est quand tu vas jouer à la récréation, c'est qui tes amis, comment tu résous tes conflits avec tes amis, comment tu t'affirmes avec tes amis, comment tu négocies avec eux. Donc, il faut que tu saches, il faut que tu te pratiques à faire ça comme enfant. C'est ça ta job comme enfant. Mais moi, je savais pas comment faire ça parce qu'aussitôt que j'avais de l'opposition, je me sentais tellement rejeté puis mal que j'étais pas capable de rester là, négocier avec mes amis, les remettre à leur place quand j'étais pas d'accord, me faire respecter. Régler des conflits. Ouais, j'étais vraiment phobique là, des conflits. Donc, j'utilisais mon agréabilité pour m'occuper plus des autres. Ce que les gens font, c'est que ils se disent, si je m'occupe encore mieux des autres, ça va me revenir. Donc, les gens vont m'aimer. Mais ça marche juste pas comme ça. Ben non, parce que là, t'es tout le temps en disant qu'ils doivent quelque chose. C'est que tu te dis que c'est le retour va se faire. Mais c'est juste qu'entre humains, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que si ta béquille principale, c'est l'agréabilité, tu vas donner aux autres sans arrêt, tu recevras jamais rien. Et en plus, tu vas être plus facilement manipulable par les autres. Ben donc, oui, il y en a qui vont profiter de ça. Les personnes qui se font le plus abuser dans la vie sont les personnes avec une hyper-agréabilité. Donc, quand tu sais que tu as une tendance hyper agréable, il faut très rapidement que tu commences à travailler de l'autre côté, c'est-à-dire que tu travailles à être désagréable. Donc, pour revenir à ta question, oui, ma mère m'a aidé à être désagréable avec mes amis. Donc, on pratiquait des situations de cours d'école. Ouais, ça peut dire genre pour pas, dans le fond, te manquer de respect à toi-même. Oui, c'est qu'il faut que je m'habitue à faire face à mes amis, à faire face aux conflits, à faire face aux rejets, à faire face aux désaccords, puis que je m'écroule pas à chaque fois ou ce qui est la pire affaire, c'est de recourir à une tierce partie qui va régler les problèmes à ma place, ce qui est la mode en ce moment. C'est-à-dire, ça y est, je suis victime, je ne règle pas les choses par moi-même, je vais aller chercher une autorité supérieure pour aller intervenir à ma place. Tu comprends? Donc, on veut pas faire ça parce que tu bâtis une mentalité de victime. Tu ne bâtis pas ta propre capacité à réguler tes émotions, réguler tes relations. Et tu deviens un tyran, c'est-à-dire j'exige qu'une autorité supérieure à moi me protège et attaque les autres à ma place.
Et ça, c'est vraiment, vraiment mauvais. Donc, j'ai eu la chance d'être encouragé à dire non, là, tu vas pratiquer ton affirmation avec tes amis et tu vas pratiquer ça demain, tu vas dire ça, on va se pratiquer comme ça. Fait que je faisais mes devoirs, mettons, le soir, puis après mes devoirs, je faisais des jeux de rôle avec ma mère pour pratiquer comment j'allais parler à mes amis. Donc, des fois, je jouais mon ami, des fois, c'est ma mère qui jouait mon ami, puis là, elle me challengeait, puis des fois, là, on jouait, OK, si une personne t'insulte comme ça, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est impensable, tu sais, pour moi, c'est correct, je serais pas capable d'endurer ça. Mais oui, il faut que tu sois capable d'endurer ça, il faut que tu répondes quelque chose. Donc, ça te prend beaucoup de pratique. Fait qu'à confronter les situations. Oui, c'est contrecarrer l'évitement social. Ben, je pense qu'un problème social qu'on a en ce moment, c'est qu'on ne tolère plus les conflits. On pense qu'un conflit, c'est quelque chose qui est une aberration qui ne devrait pas arriver. Alors que l'essentiel des situations humaines, ce sont des désaccords. Donc, si tu ne sais pas comment survivre dans des désaccords à différents niveaux émotionnels, ça veut dire que tu peux pas participer à la société. Donc, ça veut dire que non seulement tu participes pas, mais tu exiges que l'environnement s'adapte à toi. Et ça, c'est le pire narcissisme que tu peux pas avoir. Et on fait cette promotion-là en ce moment de ce narcissisme-là. C'est-à-dire, moi, je suis spécial et je ne mérite pas cette situation-là. C'est comme, ça marche pas comme ça. C'est pas une question de mérite ou pas. Ça arrive. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être responsable de veiller à tes propres intérêts, puis aller parler, aller te défendre, aller négocier, aller arranger les choses par toi-même. Mais maintenant, on est dans une sphère où, plutôt que régler les choses, on appelle ça de l'injustice. Donc, on considère que ce qui se passe dans notre vie, on n'a pas à le vivre. Puis ça, c'est une façon très dangereuse de se comporter ou de voir le monde. Mais des fois, ces personnes-là vont se défendre en se disant qu'ils ont une position très vertueuse. Tu sais. Oui, c'est ça, là, c'est que il y a un paquet de systèmes de protection qui va justifier le fait qu'on est une victime et donc qu'on mérite pas ce qui se passe. Donc, c'est plusieurs couches d'histoire qu'on se raconte pour s'assurer que on n'a pas besoin de prendre des responsabilités. On a à exiger que l'environnement s'adapte en fonction de la façon dont on se sent. Donc, en ce moment, c'est le but, c'est d'adapter l'environnement en fonction des émotions ou des sentiments. Mais on sait que les émotions, les sentiments ou les points de vue, ça varie sans arrêt. Donc, ça peut pas être ton mode d'action principal, c'est-à-dire passer par des tierces parties ou du pouvoir et exiger l'adaptation sociale avant que toi, tu fasses quelque chose. Donc, cette promotion-là, c'est anti-relationnel et c'est en fait la promotion de conflits. OK. Puis c'est quoi, eux autres, ils légitimisent ça? Ben, oui. Ça légitimise genre leur action, c'est ça que je veux dire? C'est que on est dans une phase où il y a comme une sursimplification du monde, c'est-à-dire les bons contre les méchants. OK, puis là, ils font des raccourcis intellectuels. C'est ça. Évidemment, tu n'es jamais le méchant. Donc, c'est ça le problème. C'est jamais toi le méchant. Donc, c'est l'environnement ou les gens dans l'environnement qui sont les méchants. Et l'affaire, c'est que si tu conçois le monde comme ça veut dire que tu conçois le méchant comme étant l'oppresseur. Et donc, ça peut justifier la violence à laquelle toi, tu peux avoir recours. Parce que tu peux dire, je peux être violent, c'est pour me défendre contre les méchants. Alors que le monde n'est pas composé de bons et de méchants. OK? C'est extrêmement rare. OK? L'essentiel du monde, c'est pas dichotomique comme ça. Mais si tu conçois ça comme ça, tu viens de légitimer toutes tes émotions négatives et tu peux t'autoriser à l'utilisation de violence. Et donc, c'est la pire stratégie relationnelle qu'on peut pas promouvoir. Fait qu'après, c'est ça, avoir fait le jeu de rôle avec ta mère, justement, pour t'aider à vaincre ton anxiété. C'est là que tu as commencé à découvrir une passion pour la robotique. Ouais. Puis ça a vraiment bien été, tu sais, parce que là, tu t'inscrivais dans des concours puis t'en gagnais plusieurs. Ça, je comprenais. Puis c'est quoi cette période-là? J'ai toujours aimé construire des choses. Dans ma chambre était divisée en deux. J'avais comme une section de ma chambre où c'était comme les animaux. J'avais un mur d'aquarium. J'avais des aquariums, des serpents, puis toutes sortes de reptiles. Là, puis, fait que ça, c'était une section. Puis j'avais une autre section que j'appelais mon labo. Puis je construisais des machines.
toutes sortes de machines, des inventions. Je démontais des affaires, des TV. Puis là, je voulais faire des machines. Puis j'ai eu cet intérêt-là pour la robotique, mais particulièrement les mains. Les mains m'ont toujours fasciné comme l'extension de ta pensée. C'est avec tes mains que tu peux être en interaction avec le monde, créer des contacts. Tu peux construire avec ça. Les mains, c'est fort, mais c'est sensible en même temps. Et j'ai toujours eu cette fascination-là des mains, puis je voulais toujours construire des mains robots, des mains robotisées. Puis je m'étais dit, moi, j'aimerais ça, construire une main qui s'intègre. Tu sais, une personne qui est amputée. Ouais. Que ça soit vraiment le prolongement de tous ces nerfs, puis qu'elle puisse contrôler cette main-là. Fait que j'avais toujours cette idée-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à construire des mains robotisées. Puis ça a été le centre de ce que j'ai construit, là. OK. Puis, en tout cas, ça a dû t'amener de la confiance, de ça, parce que là, t'as genre voulu arrêter, de même d'un coup, t'as fait assez. Puis là, tu t'es lancé en natation, je pense. Oui, c'est ça. Quand j'ai fait une main robotisée, puis qui m'a amené à gagner une expo science, puis j'étais comme rassasié. Quand j'ai fabriqué cette main-là, j'étais content de moi. Et puis là, ça avait comme eu des répercussions positives sur l'école. Puis tu sais, toute l'école, tu sais, là, c'était comme... ça a mis en valeur l'école. Exactement, là, il parlait de ça à l'école. Tu sais, on a du monde en robotique ici qui gagne des concours. Fait que, tu sais... Puis là... Puis là, il braguait ça. Ah oui, il braguait ça. Il s'en vantait. Puis là, il disait, le directeur de l'école, il dit, bon, Guillaume, c'est quoi la prochaine étape? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, la prochaine étape? Il dit, ben là, tu vas construire un bras au complet, tu vas construire un robot complet. Ouais. Puis j'étais comme, non, j'ai pas ce goût-là. Puis le directeur, il mettait la pression de dire, hey, on va te le financer, là, on va te le payer, là, tu sais, construire quelque chose de plus, mais je le sentais pas. Puis là, c'est rendu, j'évitais le directeur. Le directeur, je le voyais, puis il était comme, Guillaume! J'étais comme, hey, trop chumé. Hey, tu vas construire un autre robot. J'étais comme, ouais, tu sais. Puis lui, il cherchait juste à te motiver. Il voulait juste me motiver, tu sais, puis c'est bien correct. Mais j'avais pas... Ça faisait l'effet inverse. Mais il a fallu que je pratique avec ma mère sur comment avoir un meeting avec mon directeur d'école. Ah ouais. Parce que là, j'étais pas capable de dire. Je voulais pas décevoir l'école, je voulais pas décevoir le directeur. Fait que là, ma mère a dit, est-ce que tu veux construire un robot complet, oui ou non? Je fais non. Elle dit, fait que là, tu vas caller un meeting avec le directeur. Je peux pas caller un meeting avec un directeur. C'est le directeur qui te call en meeting. Ah ouais. Elle dit, non, là, tu vas faire l'opposé. C'est toi qui vas dire, bonjour, j'aimerais qu'on se rencontre. Tu calls le meeting avec le directeur. J'étais comme, OK. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai dit au directeur, comme ce que j'avais pratiqué avec ma mère, c'est comme, bon, je sais que tu as des grosses attentes, là, vous avez des grosses attentes, mais ça m'intéresse pas de construire un autre robot, je suis dans d'autres choses. Fait que ça ira pas plus loin, même si vous le financez. Puis il a compris, puis il a fait, OK, parfait. Puis, ben oui, c'est ça. Chris, c'est un adulte, il est capable de dealer avec ça. C'est ça. Est-ce qu'on se fait des fois des histoires tellement grosses dans nos têtes pour rien, là? Ben, faut que tu le pratiques. Faut que tu pratiques l'idée que t'es pas victime de l'environnement, là. T'as un rôle à jouer. Va rencontrer les gens. Parle. Explique ce que tu veux dire. Sois clair. Clarifie tes idées. Prépare-toi. Écoute ce qu'ils ont à dire. Négocie. Écrase-toi pas comme une victime, comme si tu étais victime de l'environnement. Tu as un rôle à jouer dans le monde, là. Puis c'est toujours en situation d'opposition. C'est toujours comme ça que ça se passe. Parce que ce que tu veux, les autres le veulent pas. Puis ce que les autres veulent, toi, tu veux pas ça. Donc, c'est ça, les interactions humaines. C'est qu'on n'est pas d'accord et on veut jamais la même affaire. Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut pas se parler? Ça veut dire qu'il faut faire le tour? Ouais. Ça veut dire qu'on s'isole? Ça veut dire que la vie devient injuste? C'est très dangereux. Donc, c'est l'exercice de dire, tu dois prendre ta place dans le monde. Tu dois parler. Puis ça veut pas dire être agressif. Ça veut juste dire expliquer exactement ce que tu veux. Puis après ça, on verra. On va construire peut-être quelque chose ensemble ou pas. Là, c'est ça, tu as découvert la natation, puis ça allait vraiment très bien. Tu étais même de top 15 au pays. Ben, ça t'a fait vraiment de quoi quand tu n'as pas été sélectionné pour les Jeux olympiques? Ouais, ben en fait, c'est que tu sais, quand tu t'embarques dans le sport... De compétition. Oui, puis là, t'es avec des gens, tu sais, tout le monde vise ça, là. C'est comme tout le monde veut se qualifier aux compétitions internationales, les Olympiques, championnats du monde, tout ça. Mais tu sais, c'est tellement difficile, c'est tellement rare... et moi, tu sais, c'est sûr que je visais ça, mais tu sais,
il y a une question de talent, il y a une question de capacité que même si tu travailles fort, le travail seul, c'est pas ça qui prédit 100% du truc. C'est pas vrai que si tout le monde travaille également pareil, que la performance va être pareille. Il y a des inégalités chez les humains. Mm-hmm. C'est comme ça. Même si tu stabilises tout le travail égal pour tout le monde, tu vas avoir des résultats différents. Parce que les humains sont pas des clones. Il y a des capacités individuelles. Puis moi, ben, j'avais pas ce talent-là pour me rendre à ce point-là, championnat du monde, gagner championnat national, puis me qualifier pour les Olympiques. J'ai pas ce talent-là. Donc. Tu t'es rendu jusqu'à où? Excuse de te couper, mais. Ben, tu sais, des compétitions, je dirais nationales, tu sais, des essais olympiques, des essais pour des championnats du monde, c'est des... C'est quand même rendu très loin. Ben, c'est un bon niveau, tu sais, c'est respectable. Mais de là à faire participer à la sélection, puis gagner la sélection canadienne pour te permettre de participer tu sais, au championnat du monde, il y a une marge là incroyable, tu sais. Puis cette marge là, ben je veux dire c'était pas accessible, tu sais. Puis c'est pas accessible dans cette vie-ci pour moi. Mais c'est ça, fait que faut que tu acceptes que c'est comme ben là il y a des limites, tu t'es rendu jusqu'où tu pouvais te rendre. Puis c'est là que faut que tu fasses des deuils, tu sais. Parce que des fois t'arrives dans des grecs dans ta vie, puis il faut que tu prennes le nouveau chemin. C'est comme à la croisée des chemins. T'as décroisé des chemins, puis des fois tu dis non, je vais continuer la même affaire, ça va marcher à un moment donné parce que je suis persévérant. La persévérance, c'est super important, mais il faut que tu rentres plus de variables dans ton équation pour vraiment évaluer ta prochaine étape de vie. Fait que là, de qu'est-ce que j'ai compris, t'es allé, t'as tout lâché, t'as lâché la natation, les études, la copine que t'avais à l'époque, pour commencer à voyager. Ça a été, je dirais, la première grande décision autonome que j'ai prise. Ça a été celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Les autres étaient un peu influencés ou... C'était des décisions plus faciles, tu sais. Demandais moins d'engagement. Oui, puis moins de sacrifice. Okay. Là, j'étais vraiment, tu sais, devant un mur. Là. Il fallait que je fasse quelque chose, là, parce que ma vie avançait plus, puis j'étais plus heureux, puis j'étais très déprimé là, à 20 ans. Donc, j'ai vu une psychologue, et elle m'a aidé à voir d'autres choses que la natation. De dire, oui, là, en ce moment, tu es obsédé par ça, mais ça ne représente pas 100% de toi. Il y a plein d'autres choses non découvertes encore de toi auxquelles tu t'es pas encore attardé parce que tu n'as pas eu le temps, tu t'es investi dans la natation, mais il y a plein de choses dans toi qui doivent être explorées, puis peut-être que c'est ça le prochain chemin, là. C'est pas que natation, c'est pas que le sport, même si c'est ça que tu t'es dit dans ta tête. Et c'est ça qui est difficile quand on est confronté à des croisées de chemin, c'est qu'on veut pas lâcher le morceau qui nous a amenés là, puis des fois, faut t'en lâcher un morceau. Faut que tu désignes la suite de ta vie. Mais c'est comme, comment tu désignes ça? À partir de quoi? Où je m'en vais? Pourquoi je m'en vais pas empirer ma vie? Parce qu'il y a toujours cette phobie-là de dire, qu'est-ce qui arrive si je m'en vais pas vers le pire? Je vais-tu passer à côté de quelque chose? Exactement. Donc, ça te garde complètement cristallisé, stagnant, puis tu tournes en rond. Dans le doute. Exactement. Tu doutes de toi, tu réessayes, t'es pas mieux, tu te sens de plus en plus impuissant. Et grâce à cette psychologue-là, ben, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que j'avais dans ma tête qui étaient là, mais je les avais laissées tomber parce que je focusais pas là-dessus. Et je me suis dit, OK, voici un nouveau projet. Je vais essayer de faire le tour du monde, pas d'argent. Puis si je réussis à faire le tour du monde, pas d'argent, ça va valoir autant que si j'avais fait les Olympiques. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est faisable, c'est plus faisable. C'est difficile, c'est une grande valeur pour moi si je me lance ce défi-là. Puis j'ai toujours voulu voyager. Tu sais, hein, c'est des instincts. Hein. Moi, j'avais pas voyagé avant ce temps-là. J'avais rien, aucune expérience de voyage, mais c'est un instinct que je me suis dit, je pense que ça vaut la peine d'explorer ça. Puis je me suis engagé dans cette voie-là qui est le voyage. Tu sais. Puis en plus, tu parlais même pas, pratiquement pas l'anglais. Tu te débrouillais à peine. À ce moment-là, je parlais anglais, par exemple. Okay. Puis, en fait, je parlais 8-9 langues à ce moment-là que j'avais appris moi-même dans des livres. Donc, avant de partir
pour ce premier voyage-là, à 20 ans, j'avais déjà, tu sais, je me débrouillais déjà dans 9 langues. OK. Fait que c'est ça. Genre la base ou tu le parlais quand même? Ça dépend. Ok, Les langues ok, préférées, mes langues préférées, je pouvais tu sais, avoir une conversation assez élaborée. Puis il y a d'autres langues, tu sais, qui sont un petit peu plus rudimentaires. Donc, tu sais, j'étais prête à me lancer à l'aventure. J'imagine que tu as une facilité pour apprendre les langues. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est parce que tu as vraiment beaucoup d'intérêt à apprendre des langues. Bon, alors la motivation, Ouais. ça joue beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais pour apprendre une langue rapidement. Il y a une question de sélection de la langue. Tu sais, souvent on choisit une langue qu'on veut apprendre parce qu'elle va être utile. Tu sais, je vais pouvoir m'en servir là, ça va être important là, c'est une langue que je dois apprendre, mais c'est pas basé sur le fun. C'est basé sur le devoir, si tu veux. Fait que toi, t'as du fun à apprendre une langue? Oui, mais faut que je choisisse celle qui me crée les émotions positives. Ce qui fait que j'ai commencé à apprendre des langues que basées sur la musique de la langue, pas parce que j'allais m'en servir. J'avais même pas prévu voyager ou rien. Mais j'ai commencé à apprendre l'allemand parce que je trouvais que ça sonnait bien. Ouais? Je trouvais ça beau, je me disais wow, je me souviens là, j'avais regardé la télé avec mon père, puis on était tombé sur une émission, tu sais, traduite avec des sous-titres. Puis tu sais, il y a des fenêtres d'opportunité où quelque chose te rentre dans la tête puis dans le cœur. Et là, c'est ça, je regardais les gens parler en allemand, puis j'étais comme, t'imagines-tu si ça sort de ma bouche? Je capotais, je dis, ben, c'est sûr, ça se fait. C'est sûr, il y a plein de gens qui parlent allemand. Et à ce moment-là... Tu voulais l'apprendre. Oui, ouais. c'est allé un flash comme ça, puis tout le monde me ouais. dit, mais à quoi ça va servir? Je dis, mais je m'en fous. C'est pas ça. C'est de la musique. Moi, je veux jouer cette musique-là. Je veux que ça sonne comme ça dans ma bouche. C'est ça. Fait que j'ai acheté un livre, puis quand tu sais, je m'entraînais au stade olympique, puis après ça, je prenais le métro pour aller à l'université. Donc, dans mes rides de métro, aller-retour, je lisais mon allemand. Puis puis tu te rends compte que c'est le fun. Quand t'aimes le son, puis tu prononces un mot bien, tu sais, de la bonne façon, puis ça sonne allemand, tu fais... C'est moi qui ai sonné comme... C'est hot! Fait que là, c'est un monde qui s'ouvre, tu sais, c'est comme je joue un nouvel instrument de musique, puis j'ai sentiment d'accomplissement. Vraiment. Ben oui. Puis après ça, ben là, j'étais capable de parler, de me débrouiller en allemand au bout de 2 mois. Puis après ça, je me suis dit, ben là, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, là. Parce que si je suis capable de faire ça en allemand, je suis capable de faire ça dans ce que je veux. Donc, je me suis dit, c'est quoi une autre musique que ça me tente? Le russe, après ça, l'arabe, après ça, le chinois, puis après ça, je suis allé dans des langues que j'aimais la musique, puis je les ai retenues. Ouais, j'aurais pensé l'espagnol, l'italien, tu sais. Ce sont mes 2 pires langues. Ah ouais? Pas parce qu'elles sont complexes, parce que c'est moins une musique que j'aime. Fait que mon cerveau se rebelle un peu contre ces langues-là. C'est juste l'instrument de musique. Tu sais, c'est comme pourquoi un drummer joue du drum puis il joue pas de la bass. Ben, c'est parce que lui, c'est le drum, son affaire. Tu comprends? Moi, j'aime bien les ha, les ka, les ha. Tout ce qui implique toute la gorge au complet, j'aime ça. Quand c'est trop en avant, les ta, ça, j'aime moins. Fait que quand ça implique tout mon appareil, j'aime mieux ça. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec l'allemand, le russe, qui est probablement celle qui sonne le mieux à mes oreilles, arabe, j'adore ça. Donc, cette musique-là, ben, ça m'a habité, puis j'ai appris ces langues-là parce que je trouvais ça beau. Ben ouais, en tout cas, c'est tout à ton honneur, mon chum. Fait que là, tu pars pour l'Égypte. Un moment donné, c'est que t'es en Égypte, puis là, ça va pas. Tu frappes un mur. OK, je vais te raconter quelque chose juste avant l'Égypte, OK? OK. Oh oui, vas-y. Parce que je suis pas arrivé en Égypte directement, je suis arrivé en Grèce. OK? Le vrai début du voyage n'était pas en Égypte, c'était en Grèce, OK? Puis comment t'as fait pour te rendre là si t'avais pas d'argent? C'est comme tu te payais le billet d'avion puis après ça, tu te débrouilles? Ou C'est ça. J'avais comme un budget de 5000$ pour certains billets d'avion. OK? Fait que c'est la seule source d'argent que j'avais. Le reste, sur place, je devais me débrouiller. Okay. C'était ça ton deal, tu te faisais C'était ça mon deal. Avec toi-même. C'est ça, parce que je savais que je voulais revenir de Chine, fait que maintenant, il m'a pas ramé là, jusqu'au Canada. Fait que ça prend quelques billets de la d'avion. natation aussi. Fait que je suis arrivé, ça c'est vraiment drôle. J'y ai repensé récemment, cette anecdote-là est vraiment drôle, OK? Puis je l'ai jamais comptée. OK. Je suis parti faire ce tour du monde-là, j'ai tout lâché, comme tu dis.
Puis là, je pars, OK? Puis là, je suis comme, yeah, je m'en vais faire le tour du monde, ça va être super. Puis tout le monde dit, voyager, c'est merveilleux. Ouais. Puis je vais vivre, je vais être libre, je vais découvrir le monde. J'ai tu sais. 20 ans! Exactement. Et là, je me dis, oui, je vais arriver en Grèce, puis là, je vais aller sur les îles grecques. Puis là, j'arrive là, puis il neige en Grèce. Ah ouais? Ils ont jamais vu ça depuis comme 15 ans. Moi, j'arrive là, il neige. Déjà là, ça m'écarte complètement. Gros turn-off. Je dis, comment ça, il neige? Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, puis là, tout le monde est content. Ben oui, il neige jamais. Je suis comme, mais non, je veux pas qu'il neige, c'est le soleil, qu'est-ce que c'est ça? J'étais tellement dégoûté. Pourquoi il neige pour moi? Il neige jamais. Fait que déjà là, j'étais comme dégoûté, là. Là, j'étais comme, bon, OK, adaptation. Puis là... Faut que je vive, moi, là! C'est ça, là, j'ai un voyage à réussir. Je veux vivre le bonheur. Puis là, il fait plus froid qu'au Québec, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais très insécure. C'est la première fois que je faisais quelque chose tout seul. Personne me disait quoi faire. Je suis libre à 100%. Puis souvent, on pense que la liberté, c'est une bonne chose. Pas toujours. Ça dépend de l'équipement que tu as de t'auto-orienter. La plupart des gens n'ont pas les bons repères dans l'intérieur de leur tête pour s'orienter quand ils sont trop libres. Donc, ce que ça fait, c'est que le cerveau, il se replie, il devient anxieux. Donc, j'étais comme ça, OK? Donc, j'étais très anxieux, j'étais comme « Hey, ouais, je voyage », mais j'étais pas bien en dedans, là, du tout, là. J'étais comme « Qu'est-ce que je fais là? Je suis tout seul, j'ai tout laissé, je me sens comme un loser, qu'est-ce que je fais? Ça pue, il gèle ici. » Tu sais, c'est comme ça que j'étais pas... J'avais pas fait le travail encore, c'était la première fois, donc il fallait que je brise la glace sur... Là, tu es autonome, là. Là, tu vas essayer une vie d'adulte indépendant, Guillaume. Mais c'est la première fois que je vivais ça. Normalement, c'est mon coach qui me dit quoi faire, mes parents, les profs. Jamais j'ai pris de décision vraiment seul. Là, t'es seul, puis c'est comme, ça commence, ça va te prendre 1 an à faire le tour du monde. Fait que, là, je m'étais dit... Dans quoi je me suis embarqué? Dans quoi je me suis embarqué, parce que j'ai pas de fun, je pourrais jamais t'offrir 1 an de même, c'est impossible, là. Impossible. Fait que là, au début, en Grèce, j'étais comme, on va le faker. OK? Je me suis dit, je vais faker que je suis heureux. Fake it till you make it. Je vais faire comme si je suis heureux. Puis je veux dire, très honnêtement, je me dis, je vais faire le mieux que je peux. Puis je vais essayer d'enjoyer. Puis vraiment, je travaillais, là. Et regarde ça comment c'est drôle. Quand t'es hyper agréable, rappelle-toi que moi, j'ai l'hyper-agréabilité. T'as beaucoup d'émotions négatives, tu te sens très seul. Ton cerveau a une grosse tendance à la dépendance sociale. Parce que tu vas t'accrocher avec n'importe qui autour de toi. Mm-hmm. Mais je le savais pas, ça, encore. Fait que là, je suis en Grèce. Puis là, je suis comme dans le quartier de l'Acropole, puis, tu sais, le Parthénon, puis, tu sais, tous les monuments grecs, là, que tu vois, ces photos très historiques, c'est très touristique. Puis là, puis il neige. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, puis il fait « Hey, mon ami! » Puis là, je suis comme... Il me dit « Mon ami? Mm-hmm. » Hey, ça veut dire que j'ai déjà un nouvel ami. Tu sais, ben non, t'es dans un quartier touristique. C'est comme... Mais moi, je le sais pas. Je l'ai pas, ça encore, le réflexe. Je suis encore trop dépendant socialement. Donc là, je suis comme, oui, je suis tout content. Le gars me voit, il fait comme, bon, toi, t'es j'ai pogné mon poisson. J'ai pogné mon poisson. Il dit, hey! Il dit, qu'est-ce que tu fais? Genre, je me promène, je suis tout seul, c'est la première journée que je suis ici. Je dis tout ça. Ah oui! Comme un petit garçon de 9 ans. Un vrai bébé de 4 ans, OK, qui cherche des amis. Donc, tu sais, le petit Guillaume, à la récréation, on retrouvait un petit bout de ça. Tu comprends? T'as tout perdu tes repères. Là, exactement. Puis c'est normal, hein? Puis je me tape pas sur la tête, je le sais, c'est normal, OK? Fait que là, il dit, ah ben, tu qu'on boive un verre ensemble? Je suis comme, ben oui! Puis il dit, ben viens-t'en, je vais t'amener dans mon bar. Tu vois, on va avoir du fun. Je fais, ben oui, pas de problème. Moi, je le suis, tu sais. Puis, dans le fond, on rentre dans un petit bar miteux. Puis là, il m'assoit comme au bar, puis je suis tout seul. Puis là, moi, je suis comme, wow, je me suis fait inviter par un nouvel ami. Mm-hmm. J'ai un nouvel ami, on va boire ensemble. La vie, est-tu pas belle? C'est-tu pas le fun, la Grèce? Je vis enfin des affaires. Je vis enfin des belles choses. Donc, tu sais, mais c'est toute l'illusion, là, tu sais. Fait que là, je m'assois, puis la bartender, elle fait comme, elle dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Ben, je le sais pas, c'est mon nouvel ami qui m'a dit de venir ici, tu sais. Dans ma tête, j'ai pas catché la game du tout. Puis là, il y a une super chicks
qui vient s'asseoir à côté de moi. Une super bombe polonaise, là. Une blonde, là, super belle, qui vient s'asseoir à côté de moi, puis elle fait « Salut ». Je fais comme « Salut ». Vous l'ami. Ah ouais. Est-ce que c'est nice la Grèce? Exactement. Ah ouais. Je me dis, bon, ok, ça va débloquer ma vie, là. Je pense que j'ai bien fait. Tu sais, bon, je me sens, tu sais, je m'agrippe à tout pour me rassurer que ça va bien, là. OK? 100% dépendant. Puis la fille, comment ça va? Puis là, elle a dit, je peux-tu boire avec toi un verre? Puis je suis comme, ben oui, j'ai été invité par mon autre ami qui est parti. Le gars, c'est le bouncer. Le gars qui m'a amené là, c'est le bouncer. Il est reparti. Fait que je suis comme, ben là, mon ami, il est pas là, mais en tout cas, c'est mon nouvel ami qui m'a dit de venir. Et je fais, OK. Fait que là, je dis, ben oui, là, tu sais, on va être des amis aussi. On est tous des amis. Fait que là, la bartender, elle sert comme des drinks, là, puis j'en prends une coupe, puis la fille, la super blonde, elle arrête pas d'en prendre plein, puis là, on parle, puis là, je me sens super important, puis elle arrête pas de me complimenter, puis je suis comme, ah ouais, vraiment fine, puis bon. Puis là, le temps passe, puis je dis, bon, ben, il va falloir que j'y aille, tu sais. Fait que je dis, ben merci, hein, les amis, là, va falloir que j'y aille. Fait qu'elle fait parfait. Elle me sert un bill, ça fait 287 €. Là, je suis comme, ah non, mais c'est à cause, c'est mon ami qui me dit que je pouvais venir boire avec vous. Là, elle est comme, ouais, mais c'est 287 € pareil. Là, je suis comme, puis je suis trop encore insécure pour comprendre que je me suis fait fourrer, tu comprends? Ouais, c'est fait arnaquer. C'est comme, je me sens mal, moi. Je me dis, oh non, j'ai créé un malentendu. C'est moi, c'est de ma faute. Puis là, je dis, ben là, c'est comme, je peux payer mes drinks, mais je peux pas payer les drinks de la blonde. Elle dit, ben là, tu m'as dit que tu m'invitais. Encore là, je me sens mal. Je m'excuse. Un autre malentendu. C'est un autre malentendu. Oh non, là, j'ai déçu tous mes nouveaux amis. Je les ai tous déçus. Je m'excuse, tout le monde, là, sont tous comme... Tu sais? Puis là, ils commencent à me regarder, puis ils sont comme... OK, on dirait qu'ils comprennent pas que c'est fait fourrer. Puis là, tu vois qu'ils commencent à avoir comme pitié de moi, de genre... OK, toi, t'es un vrai poisson, là. Comme vraiment gros poisson. Toi, c'est triste, ton affaire. Ouais, hein? là, ils ont passé de... C'est bon, on a pogné un poisson, de... OK, là, il est comme à terre, là. C'est comme chien, là. Puis je suis comme, ben là, je l'ai pas, le 287 €, tu sais. Puis la bartender, elle fait comme, elle dit, t'as-tu une carte de crédit? T'as-tu une carte de guichet? Puis je suis comme, oui! Puis je lui demande, oui, j'ai une carte! Elle est comme, OK, mais on peut aller au guichet. On va les retirer ensemble. Je fais, oui, pas de problème. Excusez-moi tout le monde. On s'en va, elle me suit. On s'en va ensemble à pied au guichet. Puis là, je retire comme 100 € parce qu'il y a comme une limite, tu sais, là, par guichet. Je retire 100 €. Puis là, pendant que je fais ça, puis je me sens mal, la bartender me regarde, elle fait comme, OK, non, là, je peux pas le fourrer tant que ça, là. Ça a pas de bon sens. Elle sent mal. Fait que là, je lui donne 100 €. Je dis, là, je peux aller chercher un autre 200 €, peut-être un autre guichet. Elle dit, c'est beau, correct, tu sais. Donne-moi ça. Pas de problème. It's on us. C'est ça, ouais. Puis là, encore trop poisson, je me dis, sont tombés fins. De faire ça pour de moi. faire ça pour moi. Ah, Ils ont ouais. fait ça. C'est-tu du bon monde? T'sais. Alors, tout ça pour dire... Puis ça, là, j'y ai pas repensé avant la fin du voyage. À la fin du voyage, un an plus tard, je me suis dit, je me suis fait fourrer cette fois-là. Mais ouais. Mais ça m'a pris un an à m'en apercevoir tellement que quand t'es hyper agréable puis insécure, tu peux pas le voir. Tu ne peux pas voir quand tu te fais abuser. Ça, c'est incroyable. Là. Comme moi, je raconte cette anecdote-là. Toi, tu m'écoutes. Les gens qui écoutent, ils disent « Quel poisson! Il était quel naïf, joke! » là, Tu sais. ben ouais. Mais je me souviens comment je me sentais. C'était impossible que je me rende compte de ça parce que mon cerveau avait trop besoin de me sentir aimé par les autres. L'approbation? Ou... Oui, quand tu te sens seul, quand t'es triste, quand t'es malheureux, t'es anxieux, puis les gens t'accordent l'attention, tu sautes là-dessus parce que c'est une bouée de sauvetage. Mais c'est là que tu te fais abuser. Fait que quand t'es pas assez développé de façon autonome émotionnellement, c'est très dangereux. Parce que tout le monde va te manger à la laine sur le dos. Tout le monde va t'abuser. Donc ça a été ma leçon de fais attention, Guillaume, là. Tu sais, faut que tu continues à te renforcer. Puis il faut que je réussisse à être bien dans ma peau.
Donc, ça a été ça ma mission des prochains mois, des mois après là, de ce voyage-là. Puis c'est ça, toi, tu t'en avais même pas rendu compte une fois parti de la Grèce? Hein? Pas du tout. Je me suis rendu compte de rien. C'est vraiment plusieurs mois plus tard, je me suis fait fourrer. Wow! Okay. J'ai rien vu. Rien vu, là. Même pas le soir même. Le soir même, j'étais comme, hey, j'ai passé une belle journée. Il y a du monde qui ont été fins. Ils m'ont même pas chargé 289 €. Je l'ai même pas vu. Mon cerveau peut pas le voir. C'est incroyable, ça. Donc ça parle à quel point, quand tu es désespéré émotionnellement, ça teinte toute ton interprétation du monde. Puis tu vas souffrir. Ouais. Tu es complètement aveuglé. Puis c'est un problème des relations amoureuses. Imagine ce pattern-là, mais là, c'est pas dans un bar. C'est ton conjoint, ta conjointe qui profite de ça. Oui, et tu vas aller sélectionner un conjoint ou une conjointe qui va profiter de toi parce que tu n'es pas capable de le voir. Puis là, ça va être une codépendance qui va se renforcer, qui est une relation qui est négative, qui est une relation abusive. Toxique. Mais pour avoir une relation abusive, ça prend une personne qui se laisse abuser. Une personne qui se laisse pas abuser, tu peux pas l'abuser facilement. Donc, les personnes qui se font abuser possèdent des vulnérabilités qui sont sélectionnées par les abuseurs également. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, aujourd'hui, je me dis pas, la Grèce, puis le climat toxique de la Grèce. C'est moi qui a mordu à tous les petits appâts qu'on m'a tendus. J'ai mordu à tout. Mais sans le savoir, par exemple. Pardon? Sans le savoir, c'était pas intentionnel. C'était pas intentionnel, mais j'étais pas équipé émotionnellement pour le voir. Ouais. Mais c'est parce que la façon dont tu l'as dit, on dirait que tu dis que la personne qui est vulnérable est intentionnellement va vers... Non, ce n'est pas intentionnel. C'est 100% non intentionnel. Personne veut être abusé. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se font abuser. Donc, les gens qui se font abuser, faut qu'ils réussissent à trouver des solutions puis des façons de détecter où sont les situations où ils sont à risque pour s'en tenir loin. Donc, tu as comme un filtre social que tu dois avoir. Faut que tu te tiennes loin des gens qui sont pas bons pour toi et que tu puisses sélectionner avec qui tu dois t'investir et avec qui tu vas te vulnérabiliser. Ce n'est pas une bonne chose de te vulnérabiliser avec des gens qui sont des tyrans, qui sont des abuseurs et qui sont des manipulateurs, qui sont des psychopathes. Donc, faut les repérer. Mais si l'équipement émotionnel n'est pas là, tu les verras jamais. Ouais, mais là, je vois déjà du monde le dire d'avance, tu sais. Mais le problème, c'est pas... Tu sais, il faut pas... la personne vulnérable, c'est pas à elle à s'adapter, ça serait à l'autre de pas abuser. C'est pas un bon raisonnement, c'est les deux. C'est comme... Le but d'une société, c'est d'avoir les gens qui sont les plus en santé possible puis qui créent des relations positives le plus possible. Fait que c'est sûr que ce qu'on veut, ce sont des gens qui abusent pas. Fait que ça, c'est une partie de l'équation. Et l'autre partie de l'équation, ce sont des gens qui sont capables de détecter qu'est-ce que de l'abus pour ne pas renforcer ces patterns-là. Tomber dans le piège. Exactement. Fait que c'est vraiment bipartite, là. Il y a deux parties à cet élément-là. OK. Puis là, c'est ça. Là, c'est l'étape où tu es arrivé en Égypte. Oui. Parce que là, tu as frappé un mur. Puis... Tu disais même dans l'article que je lisais que tu avais même pensé au suicide. Puis genre, ça allait vraiment plus bien. Là. Oui, parce que mettons, là, on prend l'exemple de la Grèce. Ça montre à quel point j'étais désespéré émotionnellement puis je me sentais seul. Là. Parce que pour me faire abuser comme ça, comme un enfant de 6 ans, fallait pas que j'aille bien. Là, tu sais. Donc, en Égypte, c'est un pays hyper touristique. Et sont super forts en vente. Donc, moi qui cherchais des amis encore, je me suis fait encore piéger pendant 2 mois d'affilée en Égypte. Donc, je me faisais vendre des tours de ci, des tours de ça. Les gens disaient « Ah, viens, on est des amis. » Puis je suis comme « Ah oui, j'étais encore dans ça. » J'avais pas appris encore avec le truc de la Grèce. Fait que j'étais encore en approbation sociale, puis je me suis fait flouer là, des centaines et des milliers de dollars parce que là, je me suis fait vendre des affaires que je voulais pas finalement. C'était toutes des petites magouilles, puis tu sais, des trucs touristiques, puis je le voyais pas. J'avais pas cette expérience-là, et
fondamentalement, je me sentais seul. Fait que, émotionnellement, ma priorité, c'était d'essayer de créer des relations authentiques, mais c'est juste qu'eux autres, c'est pas ceux qui vendent des choses, des attrape-touristes, là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas des relations, là. Mais c'est juste que j'étais pas capable de voir la différence entre ce qui était authentique de ce qui l'était pas. Donc, je me suis aperçu de ça, là, et c'est là que j'ai pogné mon mur en Égypte. Je me suis rendu compte que je suis vraiment tout seul, puis que je peux pas compter sur l'environnement, puis fait que je me suis comme replié, puis là j'étais vraiment misérable. Tu pensais que ta vie allait être tout le temps ça? C'est que je ne savais pas où j'étais rendu dans la vie. Je suis comme, OK, j'ai tout laissé pour faire ce voyage-là, je suis rendu là, puis je suis encore malheureux. Fait que c'est comme, j'ai pas d'issue, là. Je peux pas revenir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire si je reviens? Je suis malheureux. Donc, je vais être toujours malheureux, puis je m'ennuie des gens que j'aime, puis je me sens seul, puis je sais pas pourquoi je suis là, puis je me sens abusé de l'environnement, puis... Fait que là, je me sentais comme une victime de l'environnement, là. C'est comme, tout est dégueulasse ici, tout pue, ça m'écoeure. Fait que j'étais dans ça, là. Fait que je broyais vraiment du noir à cette période-là. Mais pourquoi au point de penser au suicide, tu sais? Ben, c'est que tu dis, je sais pas c'est quoi mes options en ce moment, puis en ce moment, je suis vraiment malheureux, je suis vraiment seul, je sais pas où ma vie s'en va, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé d'être là, j'ai fait mon effort, j'ai pris mon backpack, je suis là, puis j'ai toujours pas de résultat. Donc là, je manque d'imagination, je souffre et je sais pas quoi faire. Je suis mal dans ma peau, je sais pas quoi faire. Je m'ennuie de mes parents, je m'ennuie de la fille que j'ai laissée, je m'ennuie de mes amis. Je suis en train de gâcher ma vie. J'ai jeté des choses que peut-être il aurait marché finalement. Fait que là, tu te remets en question, tu comprends? Tu doutes. Fait que ça, là, c'est un broyeur à émotions négatives. Donc ça a été vraiment difficile. Et... par chance, j'avais une psychologue qui me suivait à distance et j'avais commencé à me filmer comme en selfie, là. Mais tu sais, en 2005, les cellulaires intelligents, ça n'existait pas. C'était une grosse caméra. Puis j'avais mis comme 1 gig dedans, la mémoire. Puis, fait que là, je me suis dit, je vais transformer ma caméra en mon ami. Fait que je vais parler à ma caméra, comme Wilson, tu sais, dans Castaway. Fait qu'au lieu que ce soit mon ballon, ça va être ma caméra. Fait que là, je commençais à parler de comment je me sens à ma caméra, puis j'ai commencé un journal, puis j'ai commencé à m'occuper un petit peu plus de mes émotions. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis plus capable, faut que je prenne une décision. Je me suis dit, OK, je vais suivre mon instinct, puis je vais continuer d'avancer. Je vais essayer d'aller vers ce que mon instinct me dit. Puis je me suis dit, il me semble en Afrique, il me semble au Kenya, avec des animaux, il me semble que ça me parle. J'avais pas plus de pistes que ça. Fait que je me suis dit, OK, je m'en vais de l'Égypte et je suis cette intuition-là. Et ça a débloqué pas mal tout dans ma vie, ça. Parce que c'est la première fois que je suivais vraiment mon intuition, que je surmontais quelque chose tout seul, que je me donnais la permission de suivre mon instinct, puis d'explorer ça, puis de me faire confiance à faire ma propre route, plutôt que de réussir mon voyage. Je me suis dit, regarde, je suis pas capable de le réussir. À la place, je vais faire quelque chose que j'aime. Moi, improviser, genre. Ouais, je vais improviser, et ça a été le début de mon autonomie émotionnelle. C'est comme, fuck it, je vais prendre une décision, puis on verra, puis ça me tente. Je vais voir une girafe. C'est ça. Je vais aller voir une girafe. C'était pas plus réfléchi que ça. C'était mon but. Je m'en vais voir une girafe, puis ça va être ça. Puis on verra après. On verra après. Ouais. Et ça a été le début de la prise de contrôle sur ma vie. Donc, c'est ce moment-là du voyage que j'ai commencé à comprendre comment tu gères des branches de gauche du Y. C'est-à-dire comment tu fais ton propre chemin, tu t'ajustes, puis tu es fier de toi, et tu as des expériences satisfaisantes pour toi, pas pour les autres, pour toi versus toi. Donc, c'est la première fois que j'avais réussi ça. Puis quand j'étais arrivé au Kenya, tout de suite, je me suis dit, hey, j'aime ça. Il y a de quoi. Je pense que je suis en train de réussir. Je pense que je suis en train de comprendre comment prendre une décision. C'est la première fois que je me suis dit, OK, je pense que je catch. Tu y vas par instinct, tu essaies quelque chose, tu regardes, tu te réajustes. J'ai comme pogné la façon de dire, OK, c'est comme ça que tu t'avances dans l'imprévu. OK, c'est ça l'aventure. C'est pas comme je vais réussir de quoi, tu t'en vas explorer quelque chose selon ton feeling. Puis là, tu vas découvrir quelque chose, puis j'ai suivi ça. C'est comme ça que j'ai fait mes premières expéditions en Afrique. C'est comme ça que je suis allé dans ma première communauté traditionnelle
au Kenya, les Maasai. Je suis resté là 1 semaine et demie. Puis je jouais à la même recette. Ah, je fais confiance à mon instinct. Tiens, je fais un petit move de plus. Ah, tiens, un petit move de plus. Et toute ma personnalité a émergé à ce moment-là. C'est là où je peux dire que dans ma vie adulte, je suis venu au monde. Ouais. Ah ouais, que tu t'es épanoui là-dedans. C'était le début de l'épanouissement. Okay. Je commençais à jongler, là. Okay. C'est comme... Je commence à comprendre comment avoir du fun avec des choix que je ne sais pas ce que ça va faire quand même. Exactement comme dans la vie. Donc, c'est ça que ça m'a enseigné. Et j'ai réalisé que même si les choses se passent pas comme tu veux, tu peux être fier de toi parce que t'as tenté quelque chose, c'est nouveau, t'as utilisé ton instinct. Ah, tu t'es aperçu de ça j'aime ça j'aime pas ça. OK. J'ai commencé à catcher comment jouer à la prise de décision et de la découverte de soi. Parce que quand tu essayes quelque chose, ça va révéler quelque chose de soi. Mais si tu ne l'essayes pas, tu le sauras jamais. Donc là, tu tournes en rond, tu te dis, mais qui suis-je, où vais-je? Mais tu peux pas le savoir. Tu le sais au fur et à mesure que tu oses t'embarquer dans un chemin. Et c'est ça qui s'est passé pour moi, puis ça a tout changé pour moi. J'ai trippé sur les communautés traditionnelles, j'ai commencé à tripper sur les autres cultures différentes de moi, j'ai commencé à tripper sur l'Afrique, les animaux, l'expédition. Tout ça, là, ce mois-là, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, là, j'ai 40 ans, je fais ça encore. Donc, ce déclic-là qui s'est passé, ma vie a avancé à cause de ça. Et je suis encore en train de faire ça. Parlant d'animaux, t'as osé de te faire manger par un lion dans un hamac? Oui, dans cette fois-là, oui, c'était ma première expédition. Et je savais même pas c'était quoi une expédition. C'était une expédition de 8 jours. Et j'avais un guide, 2 porteurs avec moi, puis il fallait calculer la ration d'eau potable. T'sais. Fait que chacun apporte sa ration, puis là, on marche. Puis moi, j'ai aucune connaissance en animaux, en safari, en expérience, rien, là, tu sais. C'est ton premier essai. Premier. Puis j'ai comme pas la notion du danger animal, tu sais, je suis comme, parce que là, tu sais, j'étais comme en découverte de c'est quoi l'aventure. Fait que je suis comme, rien peut m'arriver, là, yeah! Tu sais, j'avais pogné le buzz, tu sais. J'étais comme ça drogue de, non, on est en expédition, là, j'ai pogné de quoi, là, yeah! Tu sais, là. En même temps, ça fait combien de temps tu fakes le je suis heureux, là? Là, je commençais à triper pour vrai, ça, là. là. Hey, là, c'était un tellement gros déblocage que les risques, c'est comme... Je vis quoi? C'est incroyable. Je suis là, on marche en Afrique, on est en bac, c'est malade, tu sais. C'était fou. C'est comme, OK, c'est ça, c'en est un rêve. Yes, je le fais, là, tu sais. Fait que je suis là, puis là, on voit des traces de lions à terre, puis moi, je me dis, des traces de lions. Je me dis pas, il y a des lions. Danger. Non. C'est comme, ben non, c'est cool, on filme ça, puis il y a pas, ben là, ça, c'est la naïveté, tu comprends? Là, c'est l'autre bord, là. T'es épais de l'autre bord, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, traces de... Puis là, des lions, des traces un peu partout. Je suis tout content. Puis là, le soir, on arrive à une espèce de petit bosquet un peu, puis là, la nuit tombe. Et puis là, moi, là, je suis dans mon buzz, là, je trippe, je prends des décisions, puis là, j'étais comme... Je vais dormir dans mon hamac parce que moi, je veux voir le ciel. Tu sais, tu comprends? Là, j'étais dans ça. Je veux savourer tout, là. J'avais du fun, tu sais. Puis là, le guide, qui s'appelait Kaloulou, il dormait dans une tente, tu sais, avec les 2 porteurs. Moi, j'étais comme, moi, je veux pas dormir collé. C'est quoi un porteur? Oh, il porte ton pack. Ouais, c'est comme on est 4 dans l'expédition. Ouais. T'as un lead, qui est le guide... qui mène, qui connaît le trajet, et 2 porteurs qui connaissent pas le trajet, mais qui sont là pour gagner de l'argent, pour aider à transporter le stock. Puis... c'est des assistants, genre? C'est des assistants, oui, c'est ça. OK. Donc, là, il y avait une tente. Moi, j'étais comme, non, moi, je dors pas dans la tente, là. Ça me tentait pas d'être collé sur tout le monde, puis ça me tentait de dormir dans le hamac, parce que là... Tu veux vivre la vie, voir les étoiles. Je veux vivre ça. Puis là, je me couche dans le hamac, puis là, le ciel, il est magnifique, puis là, je suis tout content, puis là, il y a un feu, puis je suis comme, tu sais, c'est comme un checklist. Tu fais, je le fais, là. Tu sais, les affaires que je m'étais dit, on est dedans. Je trippe. Puis j'étais heureux, tu sais. J'étais heureux. mais je peux comprendre. Là, fait que là, je m'endors dans le hamac. Puis là, la nuit, il me pleut dessus parce que la saison des pluies commençait. Puis là, il pleut. Puis là, je suis plein d'eau. Tu
tu sais. Fait que mon hamac est rempli d'eau. Fait que je suis comme dans un gros bain. Ouais, c'est comme ça. ça. Puis là, je suis tout mouillé. Ou puis... une belle marmite pour un lion. Bon, c'est ça. Fait que là, je me dis, là, je suis tout mouillé, je suis pas bien. Là, le feu il est éteint. J'ai pas le goût d'aller dans une tente, là, toute mouillée, collée. Là, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'entends comme un animal marcher à ma droite, mais je vois pas parce que j'ai le hamac qui fait ça comme ça, tu sais. Ouais. Fait que je l'entends qu'il y a quelque chose qui marche, tu sais, puis c'est un peu mouillé, fait que t'entends tu sais, t'entends les pas. Puis là, j'ai peur. Tu sais, là, ça devient réel, tu sais. Et là, je me dis, je vais me cacher. Fait que je prends mon souffle puis je me cache la tête dans l'eau, dans mon hamac. Comme si j'étais caché, tu sais. Ah, t'es rentré dans le bain. Ouais, j'ai rentré dans le bain. Fait que je me suis dit, je veux pas que mon haleine, tu comprends. Mais il est trop tard, là. Je veux dire, toute la savane a tout senti ça déjà. Mais dans ma tête, je me cache. Fait que je prends mon respect, je me cache la face dans l'eau. Je suis comme, OK, je suis caché. Mais tu sais, je suis pas caché nulle part, là, tu sais. J'étais un gros steak qui pend dans l'eau, là. Puis là, je sens comme quelque chose qui sent le côté du hamac, tu sais. Je sens quelque chose qui sent, là. Fait que je sais qu'il y a de quoi qui pousse ici, là. Puis là, je sens que l'animal passe en dessous de mon dos. Fait qu'il frotte son dos contre mon dos en passant en dessous du hamac. Là, j'ai vraiment peur, tu sais, parce que là, j'ai à l'esprit ce que ma mère m'avait dit avant de partir. Elle était comme, tu vas mourir, tu vas te faire manger par quelque chose. Mon coiffeur me l'a dit que c'est dangereux. Oui, c'est un vrai argument. True story. Puis là, à ce moment-là, je réalise que, tu sais, mon hamac, c'est une petite toile, là. Fait que si il y a quelque chose qui prend une bouchée dans mon dos, il m'arrache le dos complet. Fait que je suis comme... Là, je me pisse dessus. Fait que je pisse dans mon hamac. OK, ah ouais. Ah oui, complètement. Littéralement, là. Complètement. C'est comme mon cerveau, il a dit, bon, ça vaut-tu vraiment la peine de se retenir dans les circonstances? On va mourir au chaud. Puis la vessie était d'accord. La vessie était d'accord. Bref, il n'y a pas eu trop de permissions qui ont été demandées là-dessus. Puis j'ai encore la face dans l'eau, tu sais. Toi, t'es immergé dans... Fait que là, le truc, tu sais, l'animal bouge encore, puis il repasse encore, tu sais, en dessous de mon dos. Sacrément. Puis là, je me dis, je pense qu'il est parti. Toi, t'avais-tu une idée que c'était quoi l'animal? Non, à ce stade-ci, non. Non. Parce que je me suis dit, là, restons calmes. Parce que, d'un coup, j'avais vu le Roi Lion. D'un coup, que c'est Timon et Pumba. Ah ouais. C'est pas grave. Un facochère. Un facochère, c'est pas grave. Fait que je me suis pissé dessus pour rien. Ouais. Fait que, faut que je regarde. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti ma face un peu, puis j'ai comme baissé le hamac. Puis là, j'ai vu un lion, de la misère à voir si c'est une femelle ou un jeune mâle, là, tu sais, il était un peu de dos. J'ai vu un lion s'en retourner tranquillement. Fait que je me suis refoutu la face dans l'eau. Ouais. J'étais comme, OK, je bouge plus. Ouais, m'a retourné dans ma pièce. C'est exactement ça. Puis j'ai sorti juste comme mon nez puis ma bouche pour juste respirer comme ça. Pendant toute la nuit, j'étais comme ça. Puis, genre, 1 heure plus tard, mon guide Kaloulou, il sort de la tente. Il fait comme, Guillaume, je pense qu'il y a un lion pas loin. Je suis comme, je le sais. Je sais, on s'est touché. Il a rallumé le feu. Puis j'ai pas bougé de la nuit. Le lendemain matin, il y avait plein de grosses traces partout. T'as-tu pu continuer à vivre ton expérience pareil? Ou... Oui. Oui. Tu sais, c'est une anecdote parmi plein d'anecdotes, mais ça a été la première fois où j'ai eu vraiment peur de mourir, c'est cette fois-là. Là, j'ai eu vraiment peur. Je suis comme, OK, c'est très possible que je me fasse comme bouffer quelque chose. Ouais. Mais par exemple, c'est ça, c'est cet événement-là, ben tout ça qui a fait en sorte que t'as découvert que tu pouvais être heureux, que t'avais le droit au bonheur. Puis tu pouvais t'épanouir. Je dirais que oui. Parce que tu peux avoir des sensations positives, mais là, c'était plus... Je peux contrôler ma vie. Tu sais, j'ai un impact sur ma vie. Je peux faire des choix. Je peux créer l'aventure de ma vie. Il peut m'arriver des bad luck, puis des imprévus, puis toutes sortes de choses. Mais tu vas être dans l'aventure quand même. Puis j'aime mieux ça. Fait que je commençais à goûter à c'est quoi l'idée sa vie. C'est quoi prendre des décisions. Même si personne va t'approuver, même si tu te sens un peu seul, tu peux faire ton propre chemin. Mais faut que tu connectes des choses dans toi puis que tu exerces ça. Sinon, tu vas juste obéir à ce que
l'environnement te dicte ou tu vas juste essayer de plaire à l'environnement. Puis on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas essayé. Fait que c'est sûr que quand t'es isolé au bout du monde, c'est que ça passe sous sa case. Soit que tu t'offres pas, soit que tu vas revenir, ou soit tu passes à travers ce gap-là et tu utilises ces ressources-là internes que tout le monde a, mais c'est juste qu'il faut que ça soit pratiqué. Ben oui, c'est ça. Là, je vois que le temps avance, puis si je veux que... Ben oui, c'est vrai, mon Dieu. Ouais. Wow, ça a donc bien passé vite, c'est fou. Ouais, hein? Wow. Mais c'est ça, si je veux qu'on puisse parler des 2 dernières affaires, je voulais qu'on parle. Il y a une vidéo où tu parles qui est comment arrêter le hamster des pensées négatives, là, que moi... Honnêtement, ça fait partie des raisons qui fait comment ça que je me sens mieux aujourd'hui, tu sais, là, que j'ai catché, bon, Chris, comment que mon cerveau fonctionne, puis pourquoi que je retombe tout le temps dans mes mauvaises pensées, là, tu sais, genre. Puis en plus, je pense que tu as fait ta thèse là-dessus, qui est le fronto-striatal. Les boucles fronto-striatales. Drette ça, striatal, Ouais, moi, je pense. ouais. Ça sonne mieux dans ta bouche. Fait que, tu veux-tu me parler puis me dire c'est quoi ça? Oui. C'est ça. Ma thèse pour mon doctorat, c'était sur les billets inconscients. C'est-à-dire, j'ai construit des tâches, c'est-à-dire des outils de mesure de neuropsychologie qui permettent de mesurer des processus non conscients. OK? En gros, c'est ça. Fait que ma thèse, j'ai construit deux outils de mesure pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de mesurer des stimuli détectés non consciemment et particulièrement comment une personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs traite mentalement ce genre de stimuli-là qui sont non conscients. OK? Fait que c'était des présentations à, je pense, 50 millisecondes. 50 millisecondes, c'est en dessous de la barre de la conscience. OK? Fait que tu vois un flash sur l'écran d'ordinateur, mais c'est très dur voir qu'est-ce qui était écrit, quel mot, mais ton cerveau l'a vu. Donc, mais pas consciemment, OK? Parce que le temps de présentation est trop lent. Si tu présentes quelque chose à 100 millisecondes et plus, là, tu peux le voir consciemment. D'habitude, la barre reconnue là, de la conscience, de la présentation consciente, c'est entre 80 millisecondes, 100 millisecondes. Puis quand tu dis le voir, c'est comme il y a un scan du cerveau, genre, où il y a des électrodes? Il y a plein de façons de mesurer comment le cerveau capte l'information. Moi, ma tâche, c'est que tu présentes ces mots-là, mais après ça, tu demandes aux gens d'appuyer sur un bouton lorsqu'il détecte tel ou tel type de stimuli. Fait que là, tu peux inférer qu'est-ce que le patient a vu, dépendamment de son temps de réaction. Tu peux mesurer combien de temps de réaction en termes de millisecondes que ça a pris pour réagir et sur quoi il appuie. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut inférer le type de détection. OK? Fait que c'est une tâche qui était construite comme ça. Okay. Bref, puis le trouble obsessionnel compulsif, hein, c'est très corrélé à des idées récurrentes, hein, des idées négatives, des obsessions, ce qu'on appelle des obsessions, donc qui tournent dans la tête, ils sont pas capables de chasser ça. Puis des fois, ben tu as des compulsions, OK? Fait que tu as comme 2 volets au trouble obsessionnel compulsif, tu as le volet obsession, c'est le volet mental. Puis tu as un volet comportemental qui est la compulsion. Tu sais, se laver les mains, tout ça. Sauf qu'il faut comprendre qu'avant de faire un rituel, OK, compulsif ou une compulsion, il y a des processus mentaux qui sont à la base de ça. Donc, moi, j'ai focusé sur les processus mentaux qui font en sorte qu'une idée récurrente reste récurrente. Puis peut t'amener à la dépression. Puis ben ça, c'est clair, parce que si tu as des pensées qui sont inappropriées, puis t'es complètement envahi de ces pensées-là, perturbé, tu vas être impuissant dans ta vie. Donc, ça va te coûter très cher fonctionner, tu te sens très inefficace et c'est pour ça que le trouble obsessionnel compulsif est très corrélé à différentes comorbidités, dont la dépression. OK? Donc, ça, c'est pour la population trouble obsessionnel compulsif. Maintenant, il y a des choses qui s'appliquent à la population qu'on va dire normale ou non clinique, c'est-à-dire des idées récurrentes, des idées obsessives. C'est pas nécessairement un TOC, mais tout le monde a différentes phases où on a des idées récurrentes, des idées obsessives. Tu sais, des négatives. Fois, ben oui, c'est ça, puis ça revient, puis ça va, ça vient, des meilleures journées, des moins bonnes journées. Et la boucle fronto-striatale, en fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y a différentes parties du cerveau qui sont responsables
responsable de la récurrence de ces idées-là, dont le striatum, qui est une partie du cerveau, puis le lobe préfrontal. Fait que le striatum, il renvoie un signal au lobe préfrontal, puis le lobe préfrontal, il renvoie au striatum. Fait que ça tourne. Fait que ça, c'est le fameux hamster. Fait que quand on dit le hamster, il y a des circuits neuroanatomiques qui sont responsables du hamster, c'est-à-dire que ça revient sans arrêt. Et ça, tout le monde a ça de temps en temps. Quand tu es en dépression, tu as des boucles frontostriatales activées. Quand tu es très anxieux, tu es très préoccupé, il va y avoir des idées récurrentes. Puis le problème des idées récurrentes, c'est que même si tu y penses, ça s'améliore pas. Même si tu y penses en double, en triple, tu passes la journée à ressasser les mêmes idées, tu n'as pas plus de plan d'action, tu te sens pas plus calme, c'est pire. C'est comme tu es prisonnier de cette boucle-là. Donc, c'est vraiment comme un hamster. Plus il court vite, plus ça tourne vite. Puis le doute s'installe aussi. Oui, le doute ne se résout pas facilement. Parce que le doute, ça fait tout spinner les mêmes idées. Mais le doute, c'est souvent des idées récurrentes négatives à propos de soi. Donc, c'est ça qui caractérise le doute. Ce sont des idées récurrentes, mais qui te concernent. Toi, suis-je ci? Suis-je ça? Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis assez ça? Est-ce que je suis ridicule de faire telle chose? Pas ridicule. Est-ce que je devrais? Donc, ça, c'est le doute. Fait que ça, c'est des idées récurrentes, mais qui concernent soi. Puis là, c'est ça, c'est que ça amène plein d'idées négatives. Puis comment te sortir de ça? Tu sais, tu disais, dans le fond, de faire un plan de match. Oui, mais la première chose, c'est qu'il faut que tu t'en rendes compte que ce sont des idées récurrentes. Faut que tu te rendes compte que tu es dans une boucle frontostriatale. Si tu le sais pas, le hamster ne sait pas qu'il est dans une roue, là. Le hamster, il pense qu'il va à quelque part. Il n'a pas la conscience de dire, coudonc, je suis à la même place que tout à l'heure, je tourne dans le vide. Le hamster n'a pas cette conscience-là. OK? Mais nous, quand on est dans nos propres pensées qui tournent, on peut facilement être comme un hamster parce qu'on s'en rend pas compte qu'on est dedans, puis on spinne, puis on pense que plus on va spinner, il y a quelque chose qui va se résoudre. Mais non, ça se résout pas. Donc, la première étape, c'est il faut se pratiquer à reconnaître, là, je suis dans une boucle frontostriatale. Ça sert à rien. Je suis en train de spinner. Fait que ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à moi, là, t'as une boucle, c'est comme, OK, là, je suis en train de me brûler mon énergie, là. C'est ça, tu utilises l'énergie en tabarnak là-dedans. Ça interfère dans tes émotions, tes pensées, tes priorités, ça te démotive, tu peux pas prendre tes responsabilités, ça change ton agenda, t'as pas le courage pour t'attaquer avec... Tu comprends? C'est exactement ça qui m'est arrivé. T'sais. Mais donc, il faut se pratiquer à dire ça, je suis dans une loupe frontostriatale. Fait que si tu t'en rends compte, c'est déjà la première affaire. La plupart des gens s'en rendent pas compte. Fait qu'ils spinent là-dedans comme un hamster jusqu'à temps qu'ils s'épuisent. OK? Fait que la première chose, c'est, OK, je pense tout le temps à la même affaire, ça donne rien, ça me rend de plus en plus anxieux. C'est une loupe. Donc, quand tu te rends compte de ça, il faut que tu sortes de ta loupe. OK? La façon de sortir de la loupe, c'est de dire, OK, là, il faut que j'arrête de penser à ça. Parce que ce ne sont pas une vraie réflexion qui va amener une solution, ça. C'est un piège. Donc, il faut que tu sortes du piège mentalement de dire, OK, là, il faut que j'arrête de penser à ça. C'est une loupe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est comme, OK, si tu as ces idées-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu veux. Il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Tu as un problème. Il y a quelque chose qui te rend anxieux. Souvent, ce que je vais conseiller, c'est d'aller chercher d'autres informations. Tu manques d'input. Là, tu jongles avec les mêmes inputs qui tournent en rond. OK. Quel est le problème? Quelles sont les sources d'informations supplémentaires qui peuvent t'alimenter pour voir la situation autrement ou plus clairement? Donc là, au lieu de spinner les mêmes informations en rond, tu délaisses ça, tu sors et tu cibles un problème plus précis et tu vas chercher d'autres informations complémentaires pour réanalyser le problème. Si tu réanalyses le problème, tu ne retourneras pas dans ta roue. Tu comprends ça? OK. Un coup qu'on a des nouvelles informations, pour pas retourner dans la roue, il faut un plan de match. Il faut t'accepter que tu sais pas tout du problème, mais il faut que tu essaies quelque chose. Donc, il faut que tu transformes ces informations-là en plan de match et en comportement. C'est la seule façon que tu as de ne pas rembarquer direct dans ta loupe. Parce que si tu laisses ça lousse, le hamster il retourne là-dedans direct. Donc, tu te rends compte que tu es dans une loupe, sors de là, va chercher des nouvelles informations, on refait un plan de match, puis là, tu le laissais. Tu produis un comportement, tu essaies d'avancer dans ton plan de match. Puis après ça, tu réévalues. Fait que ça, c'est la façon de continuer à réfléchir, mais c'est pas parce que tu réfléchis que tu es dans une loupe. OK? Réfléchir, ça, c'est correct. C'est avoir des idées récurrentes qui tournent en rond, qui est pas bon.
Donc, quand tu transformes ça en plan de match et quand tu transformes ça en tentative et en comportement, tu fais avancer ta situation, tu retrouves le contrôle, tu es moins anxieux, tu as des nouvelles informations et là, on continue à faire des nouveaux plans de match. Oui, parce que tu disais que quand tu es là-dedans, tu n'es pas capable de différencier la réalité des possibilités. C'est ça, c'est que la réalité, c'est ça qui est important. Les possibilités, c'est infini. Donc, quand on est dans un monde théorique qui est trop déconnecté de la réalité, c'est là où ton monde de pensée infini va toujours s'enflammer. Hier, je parlais à une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée. Un des problèmes que cette personne-là, justement, c'est de voir la réalité en face. Elle a que des possibilités catastrophiques dans la tête. C'est que ça, à quoi elle pense. Fait qu'elle voit un verre d'eau, elle a déjà 56 000 façons que ça peut aller mal, boire de l'eau, cette bouteille-là, elle a oublié quelque chose. Ça part de façon... Plein de choses. Puis c'est normal, le cerveau, il produit des pensées. Mais ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes une limite sur, OK, c'est assez les pensées. Elles sont pas bonnes, celles-là. Donc, mais si tu laisses ça louche, le cerveau, il va continuer à avoir des pensées. Fait que la seule façon, il faut que tu t'orientes vers quelque chose qui est actif, qui est concret, qui est comportemental. Et là, tu casses ta boucle frontostriatale. Si tu la domines. La première étape, c'est qu'il faut t'en sortir, faut que tu le saches. Ouais. Ben, merci de l'avoir expliqué, man. Je suis sûr que ça va aider plein de monde. Moi, j'ai envoyé ça à bien du monde. Ah oui? Oh, ouais. Ben, surtout, tu sais, depuis la pandémie, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde anxieux, qu'il y a bien du monde, tu sais, que ça va pas, là, tu sais, puis qui sont, dans le fond, un peu emprisonnés dans leur tête. C'est pire quand tu te sens isolé tout seul chez toi, puis tu manques d'habileté sociale. C'est ça qui est arrivé, là. Ça va jongler dans ta tête. Ouais, jusqu'à temps que j'aille chercher de l'aide, là, tu sais, là, j'ai pu prendre un recul, là, tu sais. Oui. Mais encore une fois, c'est ça. On manque de temps. Puis là, je veux te parler du dernier sujet, dans le fond. Oui. C'est que tu as un événement que tu veux annoncer sur le podcast. Oui. Puis je te remercie de me donner cette plateforme-là. C'est un événement qui est super, super important pour moi. Moi et mon équipe, on a créé la Journée internationale du courage et de la responsabilité individuelle. Ouais. Okay? On a créé une journée internationale parce qu'on s'est rendu compte que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous autres, pour aider plus de gens? Okay? C'est pas tout le monde qui veut faire des formations puis tout ça. Fait que, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut mettre l'attention sur des processus qui vraiment aident le développement individuel puis aident à faire avancer sa vie. OK. On va créer une journée internationale pour ça. Il y a des journées internationales pour toutes sortes de causes. Mais c'est souvent des causes sociales, des causes externes. Il n'y a pas de journée internationale qui parle de toi, là, de ton courage à toi, de tes propres responsabilités, toi versus toi. Fait qu'on s'est dit, c'est pas des thèmes qui sont à la mode en ce moment, le courage ou la responsabilité. C'est pas à la mode. Et on s'est dit, il faut que ce soit à la mode. Parce que tout le pouvoir que tu as sur ta propre vie va nécessiter du courage, va nécessiter une prise de responsabilité que tu acceptes de prendre dans ta vie. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un événement, on va faire une journée officielle pour ça. Puis pour la célébrer, on va faire un événement qui dure une journée où on va parler de stratégie pour faire avancer sa vie. Comment être courageux? Comment tu fais des choix dans ta vie? Comment on a parlé, tu sais, de la croisée des chemins, dont on a parlé tantôt. Oui. Tu sais, c'est un Y, OK? Puis l'événement, ça s'appelle l'événement Y. Un Y, c'est une croisée des chemins. C'est que là, t'avances et à un moment donné, tu es plus confortable sur la voie dans laquelle tu es rendu. Et là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses un move. Puis tu as différents types de moves possibles. Tu as ce que j'appelle la voie de droite et la voie de gauche. La voie de droite, c'est typiquement répliquer des choses que tu as déjà réussi dans le passé. Donc, tu reproduis des choses que tu as déjà fait. Le problème avec la voie de droite, c'est que tu reviens à ta même position, parce que tu fais que reproduire des choses, oui, qui ont fonctionné dans le passé, mais elles te satisfont plus actuellement. Donc, la voie de droite, c'est la voie où on répète des patterns. C'est la voie où on est plus dépendant socialement. On est plus dépendant des renforcements externes. C'est la voie où on veut se sentir bien. C'est la voie où on veut se rassurer. Puis je comprends. Le problème, c'est que ça fait tourner en rond. OK? La voie de gauche, ce que je veux amener, c'est l'aventure. C'est la voie qui n'a pas été faite encore pour toi. C'est la prochaine étape de ta vie. Et pour aller dans une voie de gauche, ça prend de l'équipement psychologique interne différent que la voie de droite.
La voie de droite, ça prend moins d'équipement personnel parce que tu vas chercher des renforcements qui sont à l'extérieur de toi. Voie de gauche, les renforcements ne sont pas nécessairement à l'extérieur de toi. Ça prend un équipement psychologique pour être capable de créer cette aventure-là qui n'existe pas avant que tu mettes les pieds là-dessus. Donc, moi, ce que je vais inviter les gens, c'est de dire oui, il y a des croisées des chemins dans la vie, il y a des choix à faire. Et oui, il faut amener sa vie à la prochaine étape. Puis pour le faire, il faut distinguer les voies de droite des voies de gauche. C'est psychologiquement complètement différent. Puis comment être capable de les reconnaître, ça? Exactement. Comment tu fais pour savoir si t'es pas dans une voie de droite? Comment tu fais pour savoir si t'es sur une voie de gauche? Puis une voie de gauche, là, il y a plus d'incertitude. Tu peux être anxieux aussi sur la voie de gauche. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te choqueras pas puis tu vas pas juste revenir sur ta voie de droite, reprendre tes mauvaises habitudes? Parce que quand tu as peur, c'est ce que ton cerveau veut faire. Il va aller se réfugier sur ce qui est sûr, ce qui est connu. Mais qu'est-ce qui te dit que ça va te mener vers à la bonne destination? Pas nécessairement. Donc, comment tu fais pour rester sur la voie de gauche? Comment tu fais pour faire ton premier pas? Vers où tu dois viser? Comment ça fonctionne, ça? Donc, mon but à la journée Y, cet événement-là, pour la Journée internationale du courage et de la responsabilité, qui est le 21 octobre, c'est une journée de séminaire au complet, au Palais des Congrès, où on fait que parler de la voie de droite versus voie de gauche et quelle stratégie en une journée on peut mettre de l'avant. Okay. Donc, pour ceux et celles qui ça te dérange que je fasse ça. Tous ceux qui sont intéressés par ça, que ça leur touche, qui sont dans un carrefour, le 21 octobre prochain, au Palais des Congrès, c'est l'événement Y. On va parler des voies de droite, voies de gauche, comment avancer dans sa vie. Et j'ai loué la plus grosse salle possible. Ouais. Et on a déjà 4000 billets de vendus. Ah ouais! C'est absolument incroyable. Il en reste 1000. Donc, il y a une capacité maximum de 5000. Donc, voilà, c'est déjà un succès, là, tu sais. Je m'attendais jamais à une réponse comme ça. Mais je pense que ça parle d'un besoin qui est vraiment important. Il faut avancer dans la vie, puis il faut être moins dépendant de l'environnement, puis il faut être capable d'utiliser ce qu'on a dans nous parce qu'il y en a du potentiel. Mais ça prend beaucoup plus de psychologie puis beaucoup plus de stratégie. Tu sais, on parlait de la boucle fronto-striatale. Ça, c'est une affaire, tu sais. C'est un challenge. Comment tu fais pour gérer des pensées? Ben oui. Il n'y a pas vraiment de cours pour ça. Mais tu as besoin de savoir ces affaires-là. Ben, il y en a 50 affaires comme ça qu'il faut savoir pour être sûr d'aller vers la voie de gauche qui t'amène à la prochaine étape de sa vie. Donc, on veut condenser en une journée les meilleurs outils pour ça. Et en passant, 100% des profits vont être redonnés aux écoles secondaires du Québec. Donc, je fais pas une scène là-dessus. Le but, c'est les profits sont redonnés à des écoles secondaires pour encourager les jeunes à faire ça. Ah, c'est cool, c'est beau. Fait que, Chris, c'est dit, c'est fait. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Merci beaucoup, man. Je vois que le temps, il avance. Fait que, gars, un gros merci Guillaume beaucoup. Dulude. Si le monde veut te suivre, t'as ton Facebook, t'es là-dessus, Instagram, t'as ton site aussi. Exact. Fait que je vais me laisser dans les liens dans la description. Fait que bref, merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.